En descendant les marches du Cubotron sur le campus de l'Université de Lausanne et de l'EPFL, on se retrouve face à d'étranges objets. Un collier à l'uranium, de vieux microscopes, des diapasons, des objets de toutes les tailles et toutes les formes. Leur point commun, ce sont tous de vieux instruments de physique datant d'entre 1775 et 1970. Parmi ces objets, un globe de la planète Mars datant de la fin du XIXe siècle. Ion Mihalescu, collaborateur scientifique au laboratoire d'histoire des sciences et des techniques de l'EPFL, raconte que cette carte reflète bien plus sur la psychologie humaine que sur la réelle géographie de la planète. If you noticed these very unusual lines, which were described at the time and drawn as canals, and this started because at the end of the 19th century there were much more powerful telescopes which allowed people to see something a bit on the surface of the planet of Mars, but not enough to actually be able to distinguish what those shapes were. So different astronomers tried to make guesses, and they would look so often at that planet at the surface that they would started believing that they could actually observe these straight lines on the surface of the planet. And the more they observed, the lines got straighter and straighter. And in the end, they concluded that these lines are too straight to be made by any sort of natural activity. So they thought that these are signs that they were constructed by some intelligent creatures inhabiting the planet of Mars. Une pseudo-découverte qui a même fait la une du New York Times en 1911, annonçant que des Martiens auraient construit un immense canal en seulement 2 ans. Autre objet fascinant, un chronoscope de Hipp, nommé d'après son fabricant Matthias Hipp, un horloger allemand qui s'est installé à Neuchâtel. Cet objet de 1886 mesure des durées avec une précision au dixième de seconde. De quoi mener des expériences scientifiques sans précédent en physique, en astronomie ou encore en psychologie. You would connect the clock here to a circuit, and you would have a telegraph key. So there were different setups. Let's say for psychology, you would have a ball that would fall, and when the ball fell, it opened, it closed the circuit because it hit something. Suddenly, the current would be either cut or started depending on how the clock was connected, but then the clock would start. And then the person was, let's say, supposed to press the telegraph key when they would hear the noise, and they would press it, and then the clock stops, and you would measure the interval between when the noise was produced and the person would react. And that was considered to be one way of measuring, let's say, either the speed in which the signal goes through the nerves, because they would say, okay, you hear the sound, but then it takes some time to process and then some time to actually press the key. Mais comment ces 220 objets ont-ils atterri ici ? Pour le comprendre, il faut remonter au XVIe siècle, lorsque l'Université de Lausanne, nommée alors l'Académie, forme des futurs pasteurs aux sciences. On y enseigne la physique expérimentale et ces instruments sont utilisés pour des démonstrations. Au fil des années, la collection s'agrandit, à la fois pour la recherche et pour l'enseignement. En 2003, la faculté de physique est transférée à l'EPFL. Le professeur de physique Jean-François Loudz part alors à la retraite. C'est lui qui a l'idée de faire de cette collection un musée. Les physiciens qui étaient au collège propédeutique, où les grands cours de physique se donnaient, et où il y avait des travaux pratiques de physique, les armoires ont dû se vider et être transférées on ne sait pas trop où. Et mes collègues, encore en activité, m'ont dit « Tu devrais aller voir, il y a peut-être des instruments anciens qu'il serait intéressant d'exposer ». Alors j'ai commencé à faire l'inventaire, il y avait au début à peu près 200 instruments sans intérêt, très mal photographiés. Et j'ai commencé à inventorier, à construire des vitrines. Et j'ai eu pendant quelque temps un assistant prêté par les archives de l'université. Certains sont simplement assez beaux à regarder. Les instruments étaient souvent en laiton verni. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit encore leur fonctionnement. Ces objets sont aujourd'hui exposés dans 17 vitrines du bâtiment du Cubotron partagé entre l'Université de Lausanne et l'EPFL. Ils y sont rassemblés par thématique, allant de l'électricité à l'optique en passant par la radioactivité. Les deux institutions se partagent aujourd'hui ce trésor qui est accessible à tous et toutes gratuitement pendant les heures d'ouverture du bâtiment.